L'approche d'une lésion d'allure liquidienne autour du genou nécessite de bien avoir en tête la classification de ces lésions kystiques. Le premier type de lésion à connaître, le plus fréquent et le plus simple, c'est le kyste arthrosynovial, c'est-à-dire la distension d'un espace et en particulier d'un récessus articulaire normal au cours d'un processus pathologique. Ce récessus est intra-articulaire, il est donc synovialisé. Le plus typique, c'est entre guillemets le kyste poplité qui correspond à une dilatation du récessus poplité ou bourse commune du gastrocnémien médial et du semi-membraneux, nous allons y revenir. Le deuxième type de lésion kystique le plus fréquent autour du genou, c'est le kyste mucoïde. Il ne s'agit pas de l'élargissement d'une cavité articulaire et d'un récessus synovialisé normal, mais bien, et c'est en tout cas l'hypothèse physiopathologique que nous aimons retenir, une fuite d'origine articulaire à travers la capsule de liquide vers les espaces périphériques. Une accumulation de liquide va donc s'organiser en position extra-articulaire. Les parois de cette accumulation et de ce kyste ne seront donc pas synovialisées, nous y reviendrons également. On aime bien classer ces kystes mucoïdes en 5 catégories. Les kystes extra-articulaires, les kystes dits intra-articulaires autour de la tente des ligaments croisés antérieurs et postérieurs, les kystes méniscaux, qu'ils soient intraméniscaux ou paraméniscaux, les kystes intraosseux dans le fémur, le tibia ou la fibula, et les kystes intraligamentaires ou intracapsulaires. La troisième catégorie d'images liquidiennes autour du genou correspond au bursite, c'est-à-dire à l'épaississement liquidien d'une bourse anatomique existante. Il en existe 3, dont la vedette est clairement la bourse prépatellaire. 2 autres peuvent être citées, même si une accumulation liquidienne à leur niveau n'est pas fréquente, la bourse de la patte doigt et la bourse du semi-membraneux notamment. Dans ce module, nous allons détailler successivement ces différentes entités en vous montrant des exemples. Disons-le tout de suite, la plupart de ces kystes sont souvent de découverte parfaitement fortuite sur une IRM. Cliniquement, ils parlent parfois soit du fait d'un effet de masse qu'ils marquent sur les tissus environnants, soit du fait d'une cause qui, elle, peut être douloureuse. Typiquement, le kyste d'origine méniscale peut relever d'une fissuration elle-même douloureuse. La deuxième présentation clinique, c'est la tuméfaction lorsque le kyste vient en direction de la surface et devient saillant sous la peau. Il peut être palpable antérieurement. Postérieurement, ça ne sera pas le cas. En revanche, ces kystes, lorsqu'ils s'insinuent au sein de l'échancrure intercondylaire, de la fosse intercondylaire au siège des ligaments croisés notamment, eh bien ces kystes seront à l'origine d'un effet de masse en hyperflexion du genou, à l'origine de douleurs et d'une limitation à l'accroupissement notamment. Commençons donc par cette vedette qu'est le kyste poplité. On aime mettre le terme de kyste entre guillemets car on l'a dit, il ne s'agit pas d'un kyste isolé mais bien de l'élargissement d'un récessus articulaire normal synovialisé. Ce récessus est le récessus poplité où la bourse commune du gastrocnémien médial et du semi-membraneux car par un pertuis, cette bourse ou ce récessus s'insinue à l'interface entre les deux tendons. Le terme de kyste à proprement parler, ou de bursite poplité, prend son sens lorsqu'il existe chez un sujet ayant par ailleurs le genou sec, par exemple un genou jeune sans arthropathie, lorsque le liquide articulaire va s'accumuler au sein de la formation liquidienne à travers un clapet marqué dans cet espace très étroit entre le tendon semi-membraneux et le tendon gastrocnémien médial. En voici l'illustration chez un patient jeune sans épanchement articulaire franc et qui présente ici un clapet manifeste à l'origine d'un élargissement de cette bourse, à l'origine d'une petite tuméfaction postérieure. Le terme de kyste nous semble ici relativement adapté. En revanche, la cause la plus fréquente d'élargissement de ce récessus, c'est l'épanchement articulaire, volontiers chronique, avec concordance entre la quantité d'épanchement qui siège en avant et la quantité d'épanchement qui siège effectivement dans cette bourse poplitée commune du gastrocnémien médial et du semi-membraneux. Vous pourrez appeler cela un kyste poplité, mais attention, ce patient risque de vous revenir dans les jours suivants car l'habitude est, chez nos confrères prescripteurs en ville, de proposer une infiltration systématique de ce kyste lorsqu'il apparaît dans notre compte-rendu. Or, chez cette patiente, le problème n'est pas cet élargissement qui d'ailleurs ne répondra peu ou pas à l'infiltration, mais c'est bien l'arthropathie qu'il faut cibler avant tout par notre traitement.
Dans le cas de cette patiente, nous ne parlons donc pas de kyste poplité et précisons qu'il existe un élargissement du récessus poplité concordant avec un volumineux pansement articulaire. Ce kyste poplité peut être le fait de complications. Lorsque son expansion est très importante, il va parfois littéralement envahir la fosse poplitée et pourra comprimer les éléments vasculo-nerveux qui y siègent. Dans d'autres cas, et c'est une complication classique qui peut être symptomatique, le kyste peut se rompre à sa partie inférieure pour en général fuser le long de l'aponévrose superficielle du muscle gastrocnémien médial. Ceci peut engendrer un tableau douloureux inflammatoire, à caractère nocturne notamment, avec tuméfaction palpable cliniquement. Chez d'autres patients, il nous est arrivé de voir ce genre d'image sans réels symptômes centrés sur la jambe postérieure et médiale. Ce chapitre du kyste arthrosynovial poplité ayant été traité, intéressons-nous à ces kystes mucoïdes. Ces kystes mucoïdes répondent d'une physiopathologie discutée dans la littérature, origine congénitale, vacuolisation spontanée de la capsule articulaire générant du liquide, ou perforation focale favorisant une fuite articulaire. Nous aimons bien cette hypothèse physiopathologique car elle explique bien les images que l'on constate. Lorsque le liquide s'enfuit de l'articulation, il va pouvoir s'accumuler dans une poche en position extra-articulaire notamment. Les parois de cette poche seront paucicellulaires, non synovialisées, tandis que le contenu sera comme le liquide articulaire, très riche, mais même plus riche que le liquide articulaire en mucopolysaccharides. Lors d'une ponction sous échographie par exemple, vous retirerez toujours un liquide extrêmement épais, visqueux et souvent coloré. Cette fuite étant établie, le liquide va pouvoir progresser dans toutes les directions, en particulier vers des zones de moindre pression que nous allons vous détailler dans les diapositives qui suivent. La quantité de liquide et la taille des kystes est éminemment variable. On distinguera successivement les kystes extra-articulaires qui aiment beaucoup le creux poplité, en particulier supérieur, mais pas seulement. Les kystes intra-articulaires, ils siègent autour de ce qu'on appelle la tente des croisés, souvent à l'interface entre le ligament croisé postérieur et le ligament croisé antérieur. Les kystes méniscaux siègent en général autour des ménisques et en particulier autour de fissurations méniscales, nous allons y revenir. Les kystes intraosseux peuvent s'expandre au sein de l'os et aiment beaucoup, nous le verrons, les insertions sur l'os, que ce soit des ligaments croisés ou des attaches méniscales notamment. Pour terminer, évoquons les rares kystes qui fuient en position intraligamentaire, dont la bursite du ligament collatéral médial est la forme la plus typique. Commençons par les kystes mucoïdes extra-articulaires. On parlera de l'articulation fémorotibiale et de l'articulation tibiofibulaire proximale. Commençons par l'articulation fémorotibiale. Ces kystes mucoïdes sont en fait très fréquents. Ils sont le plus fréquemment rencontrés de façon parfaitement fortuite. Lorsque la perforation capsulaire est faite, le liquide va sortir et adorera ces espaces de moindre pression, ces espaces cellulo-graisseux, volontiers vers la partie haute du creux poplité, mais pas seulement. Cette fuite peut parfois, de façon étonnante, fuser un peu partout, que ce soit en position supériostée, au sein des tendons, au sein des muscles, et parfois même, dans de rares situations, au sein des nerfs. Si ces kystes sont dans une grande majorité des cas non ou peu symptomatiques, ils peuvent générer des douleurs ou favoriser, lorsqu'ils sont gros, une compression vasculo-nerveuse par exemple. Voici l'exemple d'un kyste postérieur, supérieur et médial du genou documenté de façon fortuite chez une patiente bilantée pour myosite. Ce genre d'image est très fréquemment rencontré, encore une fois de façon fortuite. Autre situation d'un patient plus jeune qui lui déclare une réelle tuméfaction sur le versant latéral du genou, relativement douloureuse. L'analyse des images vous confirme la sémiologie d'une formation kystique. Elle était de signal faible en pondération T1, élevé de type liquidien en pondération T2. Il n'y avait pas besoin d'injecter ce patient. Vous notiez également, probablement, une position sous périostée relativement inhabituelle et rare de ce kyste qui nous montre bien que le liquide peut fuser absolument partout. Quid du kyste mucoïde de l'articulation tibiofibulaire proximale? C'est une entité qui, elle aussi, est fréquemment rencontrée dans la routine quotidienne. Son expansion est variable. Ce que l'on sait, et c'est un grand classique, c'est que ce kyste peut comprimer en particulier le nerf fibulaire commun, ancien sciatique poplité externe, qui, rappelez-vous-en,
contourne le col de la fibula pour passer précisément en face des muscles des loges antéro-externes de jambes et en face de cet espace où s'installe volontiers un kyste antérieur. Illustration par ce patient qui présentait une parésie progressive des extenseurs du pied et de la cheville. Sur l'imagerie, vous trouvez une formation liquidienne de signal très élevé, de signal faible en pondération T1 qui effectivement refoulait vers la profondeur le nerf fibulaire commun. Sur un plan sémiologique, ce cas est donc tout à fait typique. Notons que dans la littérature, on rapporte dans de rares cas un hypersignal spontané en pondération T1 du kyste, dont l'origine est à chercher dans des remaniements hémorragiques ou un contenu riche en protéines. Pour aller un petit peu plus loin chez ce patient qui, disons-le, venait pour une supposée tumeur, nous avions réalisé une injection de produit de contraste qui montre bien l'absence totale de prise de contraste, tandis que les parois du kyste se rehaussent très finement. Notons enfin que un élément pour le diagnostic était vu sous forme de ce pertuis, ce petit et fin petit pertuis qui descendait de l'articulation tibiofibulaire pour alimenter notre kyste, signant son origine articulaire et mucoïde. Pour terminer, disons-le tout de suite, ce job peut être fait de rechercher un kyste compressif en échographie et cette modalité nous montrait bien dans la longueur le nerf refoulé en profondeur par ce kyste d'expansion intramusculaire. Parlons maintenant des kystes mucoïdes intra-articulaires. Il s'agit de kystes qui se développent au sein de la fosse intercondylaire, au pourtour ou au sein du ligament croisé antérieur ou postérieur. Cliniquement, ils peuvent être asymptomatiques lorsque les kystes sont de petite taille, mais dans des séries, on rapporte une association avec la douleur relativement fréquente. Un grand classique par ailleurs est le défaut de flexion maximale du genou, notamment à l'accroupissement du fait de l'effet de masse imposé par ce kyste à l'interface entre les fémurs et le tibia. Qu'en est-il de leur sémiologie? Commençons par le kyste du ligament croisé postérieur. Il siège volontiers autour de ce ligament croisé postérieur, soit en arrière, soit en avant à l'interface avec le ligament croisé antérieur. Ce kyste est isolé, on ne montre pas de communication avec l'articulation en profondeur et en particulier avec la corne postérieure du ménisque médial qui est une grande pourvoyeuse de kystes paraméniscaux, nous y reviendrons. La présentation du kyste mucoïde du ligament croisé antérieur est tout à fait différente. Il ne s'agit pas d'un kyste uni ou plurilobulé, mais bien d'une infiltration mucoïde intraligamentaire qui sera à l'origine d'un élargissement de ce ligament et d'un épaississement en hypersignal intermédiaire comportant parfois quelques petites logettes kystiques. Cet aspect n'est pas celui d'une rupture du ligament croisé antérieur, d'une part parce que le contexte ne s'y prête pas, il n'y a pas eu de traumatisme indirect, et d'autre part parce que le ligament, et c'est important, préserve une orientation parfaite de bas en haut. Là encore, il est intéressant de noter que ce patient, qui était modérément douloureux, se plaignait surtout de difficultés d'accroupissement. Il suffit de demander au patient de s'accroupir pour noter que du côté concerné, la flexion est nettement moins importante que de l'autre côté. Voici l'exemple d'une autre patiente qui présentait là encore une orientation relativement préservée de son ligament, une absence complète de traumatisme en rotation notamment, et pour lequel le diagnostic de kyste mucoïde du ligament croisé antérieur avait pu être posé sur les données de l'imagerie. La troisième entité de kyste mucoïde est le kyste mucoïde intraosseux. Il nous semblait que sa fréquence était très importante dans la littérature, on ne le rapporte que dans 1% des IRM réalisés. L'hypothèse physiopathologique la plus intéressante nous semble être la pénétration de liquide articulaire, là encore, dans une petite cavité osseuse et en direction du tissu spongieux. Quels sont les points de fragilité du cortex qui permettraient au liquide de rentrer? Eh bien, les points d'insertion du ligament croisé antérieur ou des racines méniscales notamment, et en particulier autour des massifs spinaux. C'est bien à cet endroit que l'on trouve fréquemment ces petites images. Une hypothèse avancée que nous aimons également est que les trous qui permettent au liquide de rentrer soient en fait les pédicules vasculaires qui longent ces insertions méniscales ou ligamentaires. Quoi qu'il en soit, sur un plan sémiologique, il s'agira d'une image liquidienne en hypersignal T2 franc, en hyposignal T1. Il n'existe pas de prise de contraste très significative. Cet aspect et cette localisation sont donc à banaliser.
Le diagnostic différentiel principal de ces petites images tout à fait banales que l'on peut rencontrer chez des sujets jeunes, eh bien c'est ça, c'est la petite géode d'origine arthrosique. Il faudra savoir chercher immédiatement en face une fissuration à travers le cartilage dans un contexte plus dégénératif comme chez ce patient de 47 ans. Notez que de l'autre côté, une fissuration est également notée. Il n'existe pas encore de kystisation de l'os qui, à ce stade, n'est le siège que d'une légère infiltration mucoïde. Ce diagnostic différentiel de géode intra-osseuse d'origine dégénérative est encore plus facile lorsque le kyste sous-chondral ou cette géode sous-chondrale siège en zone portante en regard d'une chondrolyse tout à fait manifeste. Notez qu'en arthroscanner, chez le même patient, on montrait bien la pénétration du liquide articulaire et du produit de contraste dans le kyste, tandis qu'il n'existait pas de cartilage en surface. Un dernier point à noter sur ces kystes mucoïdes intraosseux est que d'une part, ils peuvent être extrêmement gros et extrêmement destructeurs dans des cas rares. Il existe des case reports dans la littérature. Notez le cas de ce patient chez qui la tête de la fibula était totalement évidée. Il existait par ailleurs une infiltration inflammatoire de l'os spongieux environnant. Ce tableau relativement bruyant avait posé l'indication d'une biopsie qui nous avait rassurés à la fois sur l'existence d'une tumeur et sur l'existence d'une infection éventuelle. Notez que là encore, il existait la sémiologie d'un kyste banal avec prise de contraste fine et périphérique après injection. Nous n'omettrons pas de parler des kystes mucoïdes intraligamentaires, ils sont en fait rares. La forme la plus typique, eh bien, c'est lorsque du liquide s'insinue probablement ou s'organise en tout cas, typiquement entre les deux feuillets profonds et superficiels du ligament collatéral médial, entité appelée bursite du ligament collatéral médial dans la littérature. Nous en avons terminé avec les kystes mucoïdes. Abordons désormais les kystes méniscaux. On distinguera deux types. Le premier, c'est le kyste purement intraméniscal. Il est rare, il s'associe volontiers à une fissuration du ménisque. Le liquide va pénétrer, puis s'organiser, se vacuoliser dans le ménisque, qui va nécessairement s'élargir grandement dans toutes les directions. En voici un aspect, le liquide s'est organisé à l'intérieur de votre ménisque. On le voit dans les deux plans. La fissuration est difficilement identifiée, mais l'on se doute qu'elle existe probablement quelque part. Le deuxième type de kyste méniscal à connaître, c'est le kyste paraméniscal ou périméniscal. La fissuration volontiers horizontale alimentera une accumulation liquidienne en position extraméniscale. C'est un signe indirect rencontré dans près de 7% des fissurations méniscales. Il existe, disons-le tout de suite, deux localisations préférentielles à impérativement connaître. Une localisation au contact de la corne antérieure du ménisque latéral et de la corne postérieure du ménisque médial. Sur un plan sémiologique, voici un kyste paraméniscal tout à fait typique qui s'accumule en périphérie du mur de votre ménisque. La communication avec l'articulation ne fait aucun doute, le liquide passe et s'accumule sans ressortir en direction de l'articulation. La valeur prédictive du kyste paraméniscal, nous l'avons déjà dit dans le cadre d'une fissuration, est de 90 à 100% sur la totalité des ménisques, que ce soit latéral ou médial, sauf sur la corne antérieure du ménisque latéral, où cette valeur prédictive n'est que de 67%. Cela signifie que dans un tiers des cas de kyste paraméniscal à ce niveau, le chirurgien ne trouvera pas de fissuration pour expliquer le kyste. Parlons-en de ces kystes au contact de la corne antérieure du ménisque latéral. On l'a dit, la fissuration n'est pas obligatoire. L'expansion sera souvent la même, d'avant en arrière, au départ de la corne antérieure, vers le segment moyen. La deuxième voie d'extension classique est en direction de la graisse de Hoffa, pouvant même aller très loin et parfois rejoindre la peau. Voici un second cas où un petit kyste polylobé s'installe comme par hasard au contact, et c'est toujours le cas, au contact de la corne antérieure du ménisque latéral. On pourra se demander si ici n'existe pas un certain degré de fissuration d'orientation verticale. Dans des cas plus rares, le kyste peut prendre une proportion extrêmement importante. On se doute ici qu'il naît en regard de cette corne antérieure du ménisque latéral, même si la fissuration n'est pas visible, et le kyste va s'expandre dans cet espace de moindre pression qu'est la graisse de Hoffa pour le traverser vers le dedans et littéralement l'envahir. Le patient rapportait une tuméfaction clinique avec, et c'est fréquemment le cas, des ressauts par dysfonctionnement fémoro-patellaire secondaire.
Les kystes au contact de la corne postérieure du ménisque médial seraient 2 fois plus fréquents que les premiers. La valeur prédictive positive serait de 90 à 100% pour une fissuration méniscale, même si, disons-le tout de suite en IRM, visualiser ce genre de fissuration qui probablement alimente le kyste vers le dedans est relativement rare. Ainsi, ce genre d'image, focalement posée contre l'attache postérieure du ménisque médial est relativement fréquente. Il conviendra dans votre compte-rendu de dire si oui ou non vous décelez une fissuration. Ceci sera corrélé avec les constatations cliniques du chirurgien. Là encore, la fissuration étant installée, le petit kyste se développant, celui-ci va pouvoir progresser au sein de ces espaces cellulo-graisseux postérieurs du creux poplité pour littéralement fuser vers le haut. On voit la continuité qui existe probablement dans la verticalité du creux poplité. Attention, cet aspect est à ne pas confondre avec un kyste du ligament croisé postérieur. Le kyste du ligament croisé postérieur n'est en fait pas associé à une fissuration de la corne postérieure du ménisque médial. Terminons par le troisième volet de ces images liquidiennes autour du genou, que sont les bursites. Rappelons-le, une bourse anatomique est un espace séreux synovialisé qui sert d'espace de glissement à l'insertion entre un tendon et l'os ou au sein de la peau du versant antérieur du genou, nous allons le voir. En effet, la bursite la plus fréquente au niveau du genou est la bourse prépatellaire. Cette bourse est une zone de frottement et d'appui. Elle siège au sein de la peau et s'organise en 3 couches en regard de la patella distale et de l'appareil extenseur. Sur un plan pathologique, elle survient fréquemment chez les gens travaillant beaucoup à genoux, c'est-à-dire par exemple les carreleurs, et se présentera sous forme d'une tuméfaction plus ou moins inflammatoire cliniquement. Sur un examen IRM, vous notez en hypersignalité 2 cette accumulation liquidienne au sein de la peau qui siège volontiers sur la moitié distale de la patella et la moitié proximale du tendon patellaire sur environ 4 cm de hauteur. 4 cm, c'est également la largeur de cette bourse dans un plan transversal. Vous conviendrez que sur un plan anatomique, celle-ci ne doit pas ou ne dépasse que de très peu le bord du tendon patellaire. Cette notion d'anatomie est importante pour distinguer la bursite prépatellaire, donc peu large, pas plus de 4 cm, de cette entité-là qu'est l'hématome de Morel-Lavallée. On connaît cette entité, qui est ce clivage entre la graisse du tissu sous-cutané et le plan aponévrotique profond, ou ce clivage au sein de la graisse sous-cutanée. On le connaît bien au niveau de la hanche et des régions pérétrocantariennes chez les personnes âgées ayant chuté sur les fesses. Ce que l'on sait moins, c'est que cette entité existe également chez le sujet jeune, volontiers sportif, qui au décours d'une chute sur le genou, installera ce clivage qui se chronicisera et sera visible sous forme d'un épanchement très étendu dans les différents plans en IRM. Cet épanchement ne respecte pas de frontières et bien entendu dépasse très largement la largeur de l'appareil extenseur. Il existe dans la littérature américaine beaucoup de cas rapportés en football américain, mais chez ce patient français, c'est bien une chute au football qui avait généré cette image liquidienne. Nous terminerons par cette diapositive qui vaut pour toutes les articulations du corps humain. Autour du genou, lorsque vous aurez trouvé une masse, vous devrez, sur les critères sémiologiques que nous avons cités, affirmer sa nature kystique et la nommer. En revanche, dès lors que la sémiologie de cette image ne sera pas celle d'un kyste typique, vous devrez vous poser des questions en vous rappelant une règle d'or, c'est que toute lésion des parties molles qui n'est pas formellement reconnue en imagerie nécessite un avis spécialisé en vue d'une biopsie. Et regardez cette tuméfaction du versant latéral du genou chez un jeune patient. Il n'existait pas de caractéristiques liquidiennes typiques en T1 et T2 et après injection, la prise de contraste était tout à fait inquiétante. Il s'agissait d'un histiocytome fibreux malin. Au total, le premier point fort à retenir est que la plupart des kystes périarticulaires du genou sont de découverte fortuite en IRM. Le second point fort à retenir est que lorsque ces kystes sont manifestement symptomatiques, leur nature peut et doit être approchée par l'IRM afin d'aider le chirurgien dans sa prise en charge. Le troisième point fort à retenir est que toute masse autour du genou qui ne ressemble pas à un kyste bénin doit faire l'objet d'un avis spécialisé en vue d'une biopsie éventuelle. Dans le prochain module, nous commencerons à nous intéresser au cartilage articulaire en développant l'histologie normale du cartilage et la physiopathologie de l'arthrose. Je vous remercie de votre attention.